Ces derniers mois, j'ai divisé par 5 ma consommation Internet et augmenté du double mon temps passé dehors. 4 habitudes m'ont aidé à réduire mon temps d'écran. La première, je prévois tous les jours des activités dehors. La deuxième, je ne regarde pas ou très rarement des séries, je privilégie la lecture. La troisième, je définis des temps précis à la connexion. Et la quatrième, la plupart du temps, mon téléphone est en mode avion. Et le petit bonus, c'est que récemment, j'ai souscrit à Télécoop. C'est le premier opérateur télécom coopératif en France, dont la volonté est de proposer un numérique plus sobre, plus éthique et plus respectueux des humains et de l'environnement. Leur modèle est coopératif, transparent et non axé sur l'exploitation des données, ni de la course à la consommation. En bref, Télécoop lutte contre la surconsommation numérique et l'obsolescence programmée. Depuis que je suis chez cet opérateur, j'ai surtout limité ma consommation Internet, puisque le forfait est dégressif et il incite à consommer moins de gigas en nous accompagnant avec tout plein d'astuces et d'outils. Alors maintenant, quand je suis connectée, je sais pourquoi. Et quand je déconnecte, je vis mieux. Pour en savoir plus sur Télécoop, rendez-vous sur le lien en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Quand d'un coup on écoute sa propre voix intérieure, qui est notre voix d'enfant, comme par hasard, les portes s'ouvrent plutôt facilement et il y a une évidence et il n'y a plus aucune contrainte, c'est que de la joie, plus de fatigue. Donc ça a été une vraie découverte. Donc je crois que la vie m'a vraiment appris à faire confiance à notre voix intérieure, notre voix d'enfant. Hello, bienvenue sur Nouvel Oeil. Je suis Victoria, j'explore la vie et l'émerveillement sous toutes ses formes. Alors je me balade avec un micro jeune pour rencontrer celles et ceux qui m'inspirent. C'est autant de personnes au parcours singulier, qu'ils soient connus ou pas, mais qui sont tous libres. Dans cette émission, je leur pose mes questions sur ce qui fait nos vies. On parle de confiance en soi, d'amour, des changements dans nos sociétés, du sens de la vie, et finalement, de ce qu'est la liberté. Alors bienvenue dans la saison 6 du podcast, qui t'invite à regarder le monde et la vie sous un nouvel œil. Bonjour Victoria, bienvenue en Bretagne, sous ce beau soleil, comme quoi il fait beau en Bretagne. Ouais. Et voilà, je suis tellement heureuse de te voir, de te rencontrer, après ces semaines, ces mois à échanger. Bah dis donc, pour le petit test, ça y est, tu nous as fait l'introduction de l'épisode. Pas du tout. Bah là, c'est très bien, ouais, au plus proche, tu je le colle, en plus il est tout doux. Mais c'est parfait. Eh bien écoute, on peut y aller si tu es prête, Aurélie. Je suis prête. Quand on pense aux rencontres qui chamboulent, spontanément on imagine une rencontre amoureuse. Mais il y a des rencontres d'âme, parfois encore plus bouleversantes et enivrantes, qui rappellent que rien n'est hasard. Celle-ci en est une. Aurélie Valogne m'a écrit mi-août et j'ai relu 4 fois son message pour être sûre qu'elle ne se soit pas trompée de destinataire. Mais non. Elle venait d'écouter presque tous les épisodes de Nouvel Oeil. Et elle est entrée dans ma vie comme ça, pour ne plus en sortir. Alors est venu le temps de lui tendre à elle, le micro jeune. Elle qui est l'une des plus grandes écrivaines françaises, elle qui publie un roman par an, elle qui est lue par des millions de lectrices, et elle qui pourtant doute encore. 10 ans lui ont été nécessaires pour qu'elle se sente légitime à écrire, alors que depuis toujours son moteur de vie est « pourquoi pas ». C'est ce « pourquoi pas » qui nous a rapprochés. Quand on s'est rencontrés à Dinard, elle m'attendait à la gare, un bouquet de fleurs jaunes entre les mains. Il faisait beau, chaud, et ça ressemblait au bonheur. Alors on s'est installé à l'hôtel Le Castelbrac et on a commandé 2 tisanes pour lancer l'enregistrement. Cette interview est un peu plus longue que d'habitude et c'est révélateur de la densité de nos échanges quotidiens avec Aurélie. D'ailleurs, quand j'ai monté l'extrait de cet épisode, j'ai eu envie de tout mettre, parce que tout me semble important. Alors je vous invite à l'écouter jusqu'au bout cet épisode. Non seulement parce qu'il raconte ce à quoi peut ressembler la vie d'une écrivaine, mais surtout parce que le parcours d'Aurélie donne l'élan du tout est possible. Avec elle dans cet épisode, on parle d'écriture, de place que l'on se fait et de doutes qui perdurent. J'espère que cette écoute t'invitera à écrire, même si le stylo bave ou que les lettres ne sont pas bien droites. Ce qui compte, c'est d'écrire. Bonjour Aurélie. Bonjour Victoria. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On va raconter peut-être un petit peu le pourquoi de notre rencontre il y a quelques semaines. Donc tu es Aurélie Valogne, une des plus grandes romancières françaises, mais pas que. Et tu m'as envoyé un message il y a, je crois, 1 mois et demi maintenant, sur Instagram, en me disant que voilà, tu avais découvert le podcast en t'intéressant à la vie intérieure que ressentent les apnéistes sous l'eau. Oui. Et de cette écoute avec Guillaume Néry, tu t'es mise à écouter tous
les À peu épisodes près, du il doit m'en podcast. rester 20. Ah, quand même. Et donc, on a commencé à parler écriture, puisque je suis sur l'écriture de mon 3e livre. Et il y a une vraie connexion qui s'est créée. Et depuis, voilà, on échange, je crois, tous les jours, quasi quotidiennement. Oui, tous les jours, ouais. Et donc, c'est un bonheur pour moi, là, de pouvoir déjà te rencontrer vraiment, de passer du temps avec toi et aussi et surtout pouvoir, à ton tour, te tendre le micro jaune. Parce que, évidemment, tu es une personne qui en inspire beaucoup, moi la première. Donc, je suis ravie d'avoir cet espace de parole avec toi. Bah, merci Victoria, merci. C'est moi qui suis vraiment honorée. Hein. T'as des invités tellement impressionnants que j'ai envie que notre moment d'échange soit le plus beau possible. Tu m'as accueillie avec un bouquet de fleurs jaunes. Oui, avec le micro. Des petits cadeaux. Et moi, j'ai envie de te poser une première question déjà. C'est comment est-ce que tu vas et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Oh, magnifique question. Alors, je me sens très bien. Aujourd'hui notamment, hier aussi. On est en octobre au moment où on enregistre et donc je suis en pleine phase d'écriture du nouveau roman. Et j'avais fait un pacte avec moi-même où je voulais que sur ce 12e roman, j'écrive uniquement dans la joie, sans aucun stress. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas des 2-3 derniers où je me suis mise une pression assez folle, où j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Et je me revois tous les lundis sur mon tapis de yoga à dire « faites que j'y arrive, faites que j'y arrive ». Et au final, cette année, je me suis dit non, en fait, écrire, ce n'est censé être que des moments de plaisir, de joie, de jeu, comme un enfant. Et il est hors de question, alors que je sais faire, que je m'oblige, entre guillemets, à me créer un propre stress pour atteindre mon meilleur niveau. Et en fait, j'ai décidé plutôt de lâcher prise cette année. Et donc, tout le mois d'août, j'ai écrit en prenant beaucoup de plaisir, en écrivant des poèmes. Et ça a été un moment formidable et qui m'a vraiment beaucoup portée. Et sur le mois de septembre, pareil, je suis restée dans une vague très positive, à aller vers ma joie, à aller retravailler des parties qui me plaisaient, retrouver mes personnages. Et il y a 2 jours, j'ai eu un moment de stress qui m'a fait une boule dans le ventre comme j'avais pas ressenti depuis longtemps. Et je ne me suis pas aimée ainsi. Et heureusement, hier, c'était une très très bonne journée d'écriture. Donc aujourd'hui, je vais très bien et je suis tellement heureuse qu'on se rencontre. Et tu sais de quoi il est venu ce petit moment de stress il y a 2 jours ? Il est venu du fait que je sais que ma date butoir se rapproche. Chaque année, j'envoie une version du roman juste avant les vacances de la Toussaint à mon éditrice. Donc là, ça va être le vendredi 17 octobre. Et la date se rapproche. Et je vois bien que j'ai pas été aussi efficace que ce que j'aurais pu, que ma joie m'emmène sur d'autres sujets en ce moment qui sont un peu moins l'écriture et plus l'accompagnement de jeunes autrices ou auteurs qui me font lire leurs textes et que je trouve absolument passionnants et j'ai des échanges qui, moi, m'enrichissent et je sens que j'ai envie de faire ça de plus en plus. Donc, il faut faire de la place aux deux. Et donc, voilà, je crois que le stress était venu de là, de l'impression de pas faire ce que je suis censée faire, ce que moi-même je m'impose, et au contraire faire la paix en me disant mais ton énergie là tu la prends aussi dans les échanges que tu as avec ces jeunes auteurs et autrices, donc ça te donne forcément 1000 fois plus d'énergie pour ton propre livre aussi derrière. Donc est-ce qu'il y avait une forme presque de culpabilité à te dire comme je m'autorise le plaisir et à explorer des sujets, des parts de ma vie qui me procurent de la joie, donc je n'avance pas comme je pourrais avancer sur mon texte? Et ça t'a procuré peut-être de la culpabilité ou un sentiment de ne pas en faire assez? Oui, de la culpabilité en termes de temps passé. Effectivement, j'ai toujours mis toute mon énergie entre le mois d'août et le mois de décembre à ne faire que ça. Écrire mon propre roman, y retourner 30 000 fois, relire à voix haute, barrer, recommencer. Enfin, c'est vraiment que ça. Et là, je sentais que ce qui me mettait le plus en joie, c'était autre chose. Et à quel moment je suis censée être plus en joie à lire les textes des autres que d'écrire le mien? Tu vois, la culpabilité, elle se jouait là aussi. Donc, il faut faire la paix et de se dire que parfois, pour sortir le meilleur de soi, on a aussi besoin de se nourrir et nourrir la tête, mais nourrir le cœur. Magnifique. Écoute, au-delà de ta casquette d'écrivaine, Aurélie, comment est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu sans l'écriture? Je suis une femme passionnée, curieuse. Je crois que mon moteur, c'est apprendre. Tous les jours, je me lève et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir du monde? Qu'est-ce que je vais voir de beau? Qu'est-ce qui va me nourrir l'âme? Et c'est vraiment cette curiosité, je crois, qui m'anime depuis toujours. Une envie de me dire et pourquoi pas moi, et faire en sorte que chaque journée soit différente. Je suis une femme qui adore
qui adore lire. Je suis une femme qui adore la nature, les animaux, la mer, le vivant, les arbres, les couleurs, la poésie. Et je crois que ça, je l'ai depuis toute petite. J'aime chanter aussi. Et ça sera certainement une base qui m'accompagnera toute ma vie, avec une bande-son originale qui est le chant des oiseaux. Et on va revenir justement un petit peu à ton enfance et à qui tu étais petite pour mieux comprendre qui tu es aujourd'hui. Mais avant, il y a une question que je pose à tous mes invités sur le podcast, tu dois la connaître. Absolument. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Du coup, tu triches, tu as dû t'y préparer. Écoute, mais plus j'ai écouté les réponses multiples, plus je me suis perdue en me disant mais c'est tellement beau ce qu'ils répondent chacun que je trouverai jamais un truc aussi bien. Moi, ce que la vie m'a appris jusqu'à présent, c'est qu'elle avait beaucoup plus d'imagination que moi. Et pourtant, j'en ai beaucoup. C'est pas pour rien que je suis écrivaine, c'est que j'ai vraiment... Même dans ma vie, en règle générale, je crois toujours que les gens vont me faire des surprises, tellement j'ai d'imagination pour tout et pour rien. Et en fait, une fois qu'on trouve son chemin et qu'on est aligné, la vie, elle continue de venir nous offrir des portes d'entrée qu'on décide ou non de prendre. Et plus ça va, et plus j'ai l'impression que... qu'elle me déroule parfois des tapis rouges et évidemment on a envie d'y aller et parfois le tapis il est pas rouge et au contraire c'est plutôt un petit sentier qui fait peur mais on se dit que ça vaut le coup de tenter et de le prendre donc ça c'est la première chose je crois que la vie m'a appris c'est vraiment qu'elle a des bonnes intentions pour nous et qu'il faut pas avoir peur de les suivre et ça rejoint ce que j'aurais aimé peut-être apprendre quand j'étais plus jeune et enfant, notamment quand j'avais 17-18 ans et que j'étais complètement paumée. Et la seule chose que je savais, c'était que j'allais garder dans mes études une voie du milieu parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais être chanteuse, actrice, styliste, décoratrice d'intérieur, écrivaine, journaliste. J'avais 1 milliard de choses qui me passionnaient, notamment liées à la création et au fait de rester indépendante et de pouvoir toujours choisir comment vivre ma vie. Et au final, je m'autorisais pas à suivre une de ces voies artistiques parce que je me disais mais non, mais en fait, j'ai des bonnes notes à l'école, mais qu'est-ce qui prouve que j'aurais le moins de talent dans la création ? Et donc, je me suis pas écoutée. Et heureusement, la vie est bien faite parce que à 29 ans, j'ai commencé à faire des cauchemars et un jour, j'ai vu ma tombe et c'était écrit Aurélie Vallogne, écrivaine. Et c'est revenu à ce moment-là. C'est vraiment l'inconscient qui nous rattrape par le col et qui nous dit mais en fait, toi, ton talent inné, ce que tu saurais faire et ce qui ferait du bien à d'autres, qui serait utile, ça serait que tu te mettes à écrire. Et quand d'un coup on écoute sa propre voix intérieure, qui est notre voix d'enfant, comme par hasard, les portes s'ouvrent plutôt facilement et il y a une évidence et il n'y a plus aucune contrainte, c'est que de la joie, plus de fatigue. Donc ça a été une vraie découverte. Donc je crois que la vie m'a vraiment appris à faire confiance à notre voix intérieure, notre voix d'enfant, à apprendre à la réécouter. Et justement, cette voix d'enfant, tu l'avais déjà des toutes petites, celle de l'écriture, puisque déjà à 6 ans, tu savais à peine lire et tu disais à ta grand-mère, quand je serai grande, je serai écrivaine. Oui, alors c'est vrai que moi j'avais oublié celle qui me l'a rappelé une fois que j'ai publié mon premier livre, mais ça avait été une évidence quand j'avais lu mon premier roman qu'elle m'avait offert, qui était l'Histoire sans fin. Tout de suite, j'avais envoyé une carte postale pour la remercier. En fait, chez nous, on s'offre très peu de cadeaux, à part Noël et les anniversaires, mais j'avais le droit à un cadeau quand je passais une classe, quand je montais d'une classe chaque année. Et elle m'avait offert effectivement ce livre-là pour ma rentrée en CP. Et elle voulait pas me l'offrir en plus. Elle me disait mais tu sais pas lire, c'est trop dur pour toi. Et je fais mais si, tu verras. Et c'est vrai que j'avais une grande émotion plongée dans cette histoire d'un enfant qui vole un livre dans une librairie, s'enferme dans son école, ne va pas en classe et plonge littéralement dans le livre pour aller sauver une princesse. Et je trouvais ça fou, la magie des mots, à quel point on pouvait créer des univers. Et moi, petite, j'ai jamais vraiment osé écrire des histoires. Moi, j'ai commencé à faire des espèces de maquettes avec des feuilles A5. Je faisais des petits trous. Je mettais un petit ruban en soie violet et je mettais mon nom. Et je m'arrêtais là parce que le papier, ça coûte cher, qu'il faut pas gâcher et que j'avais pas d'idée. Et d'un autre côté, le meilleur cadeau qu'on aurait pu m'offrir, c'était une machine à écrire. Et pareil, j'osais pas le demander parce que j'étais incapable d'écrire dans l'ordre et que ça aurait été gâcher encore une fois du papier. Donc la seule chose que je faisais, c'était écrire des lettres. Et mais je me souviens encore, j'avais une amie en CM2, Marie-Aude, et je lui ai envoyé une lettre qui faisait 14 pages. Pour moi, c'était normal. Je mettais genre 4 timbres. Waouh. Et ma vie, c'était écrire des lettres, c'était raconter des choses. Et pourtant, j'avais pas de journal intime et j'avais vraiment la sensation que ma vie était pas intéressante. Et c'est aussi pour ça que je m'étais pas autorisée à écrire parce que je me dis mais j'ai rien à raconter. Enfin, quand on grandit
En région parisienne, dans une tour HLM, que ta vie, c'est l'école et la bibliothèque, voire la GRS aussi. Je faisais du sport, donc c'est un peu mon triangle. Bah, c'est compliqué quelque part de te dire que tu as vraiment quelque chose d'intéressant et d'unique à raconter au monde, parce que tout le monde vit la même chose. Tu as grandi à Massy, oui, donc Oui. à côté de Paris. Et qu'est-ce que tu ressentais justement face à toutes ces envies que tu avais l'impression que tu pouvais pas forcément matérialiser, et au contraire, parce que la société attendait de toi? Ce décalage, qu'est-ce que tu en faisais? Alors c'est vrai que je me suis sentie moi en décalage avec les autres, notamment ceux qui habitaient là. Moi j'avais le profil première de classe, l'école c'était ce qui est le plus important pour moi dans la vie, apprendre c'était mon moteur, j'étais plus mature que les autres et physiquement, hein, j'ai été formée très tôt, mais même dans la cour d'école, je restais plutôt à écouter les conversations des adultes, ça m'intéressait, et jouer aux jeux d'enfants, vraiment je voyais pas l'intérêt. Enfin, donc une grande solitude qui m'a accompagnée depuis toujours. Et quelque part, mon monde intérieur, j'ai dû le nourrir. Quand j'avais une amie, c'était une meilleure amie, et on se parlait à cœur ouvert, et c'était pas des groupes. Je sais pas déambuler dans des groupes, je sais pas être un parmi une bande, et enfin je sais pas. Voilà, c'est vrai que ces dynamiques-là, j'étais un peu paumée, et donc très rapidement, j'ai senti que ma place, ça serait pas me limiter à ma ville, et que j'avais envie d'aller conquérir le monde. Enfin moi, tout ce que je lisais, c'était notamment Jack London, des grands espaces, et je voulais voir tout ça. Donc quand on habite à Massy, sur la ligne du RERB, on se dit qu'un jour on ira à Paris, et peut-être même qu'un jour, si on se débrouille pas trop mal, on arrivera à avoir un petit bout de Paris et d'avoir un appartement là-bas. Et en fait, à chaque fois, mes choix, je pense que je les ai faits en suivant une envie d'indépendance, vraiment, de pouvoir me sentir libre, de changer d'avis aussi, mais de suivre mon cœur et ma joie du moment. Parce que tu t'es sentie trop bridée avant. Oh là là, l'horreur. Ah non, mais j'ai détesté mon enfance, en fait. Ah, et pourtant, j'ai été aimée et j'ai eu aucun manque. Tu vois, certains pourraient dire, attends, tes parents divorcés à 7 ans, forcément, ça laisse des cicatrices. Non. J'ai vraiment eu des parents aimants, j'ai manqué de rien, mais j'ai un caractère et une personnalité qui font que j'ai un besoin fou d'indépendance, de liberté, et que les phrases que j'ai le plus entendues dans mon enfance, c'est tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Donc moi, j'ai attendu mes 18 ans avec une impatience folle. Même à 16 ans, j'ai demandé mon émancipation, mais c'était pas possible. Je sentais vraiment que c'était la salle d'attente de la vie, que j'avais rien le droit de faire, pas le droit de sortir, parce qu'effectivement, ceux qui habitaient le même quartier que moi, qui sortaient tous les jours, se baladaient ou traînaient dans la rue, ma mère voulait pas que j'aille avec eux dehors, mais plus parce que ma fille, une fois qu'on a fini l'école, on fait ses devoirs et on reste à la maison. À 19h, on mange. Et c'était très carré, sans beaucoup de folie, sans beaucoup de beauté. Et moi aussi, ça m'a pas mal manqué. C'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir des beaux objets, d'avoir sur mes murs, je mettais des posters de publicité de parfum. Enfin, j'avais vraiment besoin d'harmonie, d'équilibre. J'habitais une grande tour qui était plutôt, au début, elle était grise, après ils l'ont repeinte en rose beige, mais bon, pas génial. Et sur mon balcon, j'avais mis un nichoir et j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir des oiseaux qui viennent. Et en fait, au 7e étage, c'est trop haut pour avoir des petits rouges-gorges ou des mésanges. Donc, au mieux, on avait des pigeons, mais c'était pas exactement l'idée de mon nichoir. Donc c'est vrai que ça a été très long, cette enfance. Aujourd'hui, tu la trouves dans quoi, cette beauté ? Aujourd'hui, je la trouve d'abord dans le paysage. J'ai la chance d'avoir pu choisir le lieu où je me réveille chaque matin. Aujourd'hui, voilà, j'habite Dinard, en Bretagne, qui est une ville que j'ai choisie parce que coup de cœur absolu, une beauté, le bleu, le vert des arbres, le bleu de la mer, le vert des arbres, les maisons qui sont belles. Donc ça passe vraiment d'abord par la nature. Ensuite, ça passe aussi par des petits objets. Ça peut être un caillou que je ramasse sur la plage, qui a une forme que je trouve jolie, qui est tout doux, et que je vais poser sur mon bureau, et tous les jours, voilà, il est là pour m'accompagner. Ça passe aussi par des œuvres d'art. Là, typiquement, j'ai 2 broderies d'une tisseuse, d'une brodeuse qui s'appelle Cécile Davidovici, et que je trouve magnifique, et j'aime m'entourer de beaux, de femmes talentueuses, et de savoir que je suis pas seule dans mon bureau quand je travaille, et qu'il y a d'autres artistes qui se sont mises au travail avant moi et dont j'ai les œuvres en face de moi, ça m'aide. Cette liberté à laquelle tu goûtes aujourd'hui, tu peux aussi te l'offrir puisque ta vie a radicalement changé il y a plusieurs années. Tu peux vivre de l'écriture, mais pourtant tu as commencé ta vie professionnelle justement dans les clous après avoir fait des études à Subdeco. C'est à
l'approche de tes 30 ans, je crois, que tu as accepté de suivre ton mari à l'étranger. Et c'est là que tout a changé, tu as démissionné, tu as changé toutes tes habitudes et tu ne parlais même pas la langue du pays. Du coup, quel était ton rapport à l'incertitude à ce moment précis où toute ta vie a basculé et a changé ? Alors en règle générale, moi j'ai pas peur de l'incertitude et j'ai pas beaucoup de peur. Généralement, moi quand je suis moteur d'un changement, j'y vais avec le cœur vaillant et vraiment c'est plutôt toujours avec beaucoup d'allant. Là, il se trouve que j'étais à une période de ma vie où c'était pas terrible. On habitait Paris avant, je venais d'avoir un bébé, donc mon premier garçon. J'ai fait un baby blues. Ensuite, j'ai repris un travail où en gros, je remplaçais 3 personnes. J'ai fait un burn-out. J'étais quand même sur la liste pour être promue. Et c'est là où mon mari, lui, qui a 1 an d'avance par rapport à moi, est promu avant moi. Et du coup, je dois tout lâcher. C'est-à-dire quand tu fais... c'est vraiment le monde d'avant, hein, je m'en rends compte, mais quand quelque part tu fais des études pour avoir un bon travail, où tu sais que ta personnalité à toi, c'est clairement pas d'être stagiaire ou chef de produit, mais directrice, parce que t'aimes décider, qu'enfin tu vas toucher du doigt quelque chose où tu vas être un peu plus aux commandes pour... dégager des visions, emmener des gens, partager, transmettre, et que là d'un coup tu dois tout abandonner pour suivre ton mari et devenir en gros femme au foyer ou en tout cas dépendre matériellement de lui, c'est clairement pas ce pourquoi j'avais signé, il le savait aussi. Surtout toi qui es dans cette quête d'indépendance et de liberté. On s'était mariés en séparation des biens, hein, donc vraiment c'était aussi pour moi me forcer à ne jamais dépendre de lui. Je pense que c'est un des rares trucs que j'avais compris de ma mère qui ne se savait pas féministe mais qui l'était, qui était soit toujours indépendante financièrement ma fille. Donc ça c'était la première chose. Et en parallèle, donc j'arrive en Italie avec un bébé d'1 an sous le bras et j'ai une cousine à moi qui était malade depuis quelques temps, un cancer du sein, qui a fait une rechute qui est vraiment pas bonne. Et là d'un coup, c'est un peu le tout me tombe dessus, tout. Moi, comment formuler sans que ça soit mal dit. Bien évidemment que c'est sur elle que ça tombe, mais en fait, je me vois, c'est ma cousine de cœur, hein, on se tient par la main et la foudre tombe sur elle et moi, j'ai rien. Et elle a 2 enfants en bas âge et je me dis, mais c'est trop injuste. Enfin, il y a quelque chose... je savais que la vie pouvait s'arrêter. C'est une de mes plus grandes erreurs que j'avais dû découvrir à 6 ans. Je faisais ma petite prière tous les jours à 22h22 pour ne pas mourir. C'était le moteur de ma vie pour chaque jour faire en sorte que chaque coucher pour moi est une petite mort. Donc, tu as intérêt à avoir maximisé ta journée. Et là, d'un coup, c'est revenu me fouetter de plein fouet. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce fameux cauchemar où je voyais ma tombe. C'était écrit Aurélie Vallogne et c'était écrit écrivain. Et ça sortait de nulle part. Et c'est vrai qu'en jetant 10 ans dans une entreprise, tous mes rapports de part de marché, j'avais tout jeté. Je m'étais dit, ça m'aurait fait 10 romans. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à sentir que y avait un truc qui pointait. Et j'arrive donc en Italie, effectivement, je parle pas à Milan, je parle pas la langue. J'ai dû démissionner pour suivre mon mari. Je commence à regarder la télé pour essayer d'apprendre un peu la langue. Et là, je tombe sur une émission qui s'appelle Masterpiece sur la Rai 3. Et c'est des jeunes qui arrivent avec un manuscrit, qui pitchent un jury d'éditeurs. Et en gros, à la fin, il y en a un qui va être édité. Et moi, je me dis, mais t'es en train de perdre ton temps là à regarder des gens vivre ton rêve. Je m'inscris à l'Institut français, qui était dans ma rue à Milan. Et là, elle me demande mon nom, mon prénom. Donc, je dis Vallogne Aurélie, mon métier. Et j'ai un moment de bug absolu parce que je sais pas quoi répondre. Je veux pas répondre femme au foyer. Je veux pas répondre chômeuse. Je veux pas répondre marketing parce que je suis pas sûre de vouloir continuer ou de retrouver un travail. Et là, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis écrivain. Et là, elle note. Et moi, je me sens devenir toute rouge parce que j'ai jamais écrit de ma vie, même pas une nouvelle, rien du tout. Mais je sentais que c'était la bonne réponse. Je sentais que j'allais le faire. Et en fait, je me suis dit, maintenant que tu l'as dit à voix haute, tu vas le faire pour de vrai. C'est presque de la manifestation, en fait. Oui, ouais. Et en fait, je pense que c'est pas par hasard que je l'ai fait à l'étranger. C'est tellement plus simple de se réinventer quand d'un coup, plus personne te connaît. Tu peux être celle que tu ressens être au fond de toi. Et tu avais moins peur d'être jugée ? Peut-être, J'avais aucune peur d'être jugée. Ouais. Alors qu'en France, oui. Alors qu'en France, effectivement, j'entends déjà, mais pour qui tu te prends, les vrais écrivains, c'est Victor Hugo. Et pourtant, ma famille, quelque part, ils s'en fichent un peu, ils veulent mon bonheur. Mais ces petites phrases-là, elles étaient très intériorisées. Et d'ailleurs, je pense que mon père m'en voudra de rappeler ça. Mais quand j'ai écrit Mémé dans les orties, je lui ai fait lire, une fois qu'il était fini, en version auto-éditée. Et il m'a dit, garde bien ton métier, ma fille.
en mode reprends un travail. Et après, donc, il l'a relu plus tard et il est venu me voir, il s'est excusé en me disant « Je suis désolée, je l'avais lu avec les yeux d'un papa inquiet qui voit sa fille se prendre pour un écrivain ». Donc c'est pas que moi qui intériorisais, c'est la société entière. C'est en fait, on t'a vu être la bonne élève, celle qui réussit à l'école, celle qui a une voie royale toute tracée dans des grands groupes, qui gagne très bien sa vie. Là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait mumuse. Et d'un autre côté, effectivement, pendant 5 ans, j'ai continué à écrire. J'ai retrouvé un travail tout de suite aussi en Italie, donc toujours dans le marketing. Mais quand je suis revenue en France, là, d'un coup, c'était plus faire mumuse. C'était plus aller seulement vers la joie. C'était plus écrire des histoires sans incidence qui me font du bien et puis qui ont l'air d'avoir un écho avec quelques lecteurs et lectrices. D'un coup, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Entrer en littérature dans un pays, la France, qui est le pays de la littérature, où il y a des bons textes et des mauvais textes, où c'est mieux d'avoir une couverture blanche que d'avoir une couverture Vichy, où les titres, c'est mieux de dire l'insoutenable légèreté de l'être plutôt que m'aimer dans les orties. Et là, d'un coup, j'ai compris que, waouh, j'avais pas compris en fait le monde dans lequel j'avais joué jusqu'à présent. Et d'un seul coup, je suis redevenue sérieuse. D'un seul coup, je me suis dit, il faut que je me mette au niveau. Il faut que je lise tous les classiques. Il faut que, maintenant que je suis écrivaine à plein temps, il faut absolument que je sois à la hauteur. Que je sois à la hauteur, exactement. Parce qu'en fait, tu as mis donc ton livre en auto-édition sur la plateforme KDP. Et c'est en juillet 2014 que ta vie a complètement changé. Tu as publié ton premier roman, donc M'aimer dans les orties, qui s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires et qui a été après traduit dans plus de 15 pays. Qu'est-ce qui fait un bon texte finalement ? Pourquoi celui-ci a marché ? Comment tu expliques ça ? Alors, je pense qu'un bon texte, c'est un texte que tu écris avec le cœur pour toi, sans savoir qu'il va être lu, sans te donner aucune censure. Moi, je sais que finalement, cette histoire-là, alors c'est bizarre de porter ce genre d'histoire en soi, mais c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui n'a qu'une envie, c'est de mourir parce qu'il a perdu son chien qui était la personne la plus importante dans sa vie et qui donc, en attendant de mourir, embête ses voisines, jusqu'au jour où il y a une petite fille de l'immeuble qui vient, qui défonce sa porte et qui s'invite à déjeuner chez lui. Et d'un coup, elle lui ouvre les yeux sur la vie, sur le monde, et lui va se réouvrir au monde. Et en fait, cette histoire-là, j'en avais besoin. J'avais besoin, à ce moment-là dans ma vie, avec ma cousine qui était très malade, avec moi qui sortais d'un baby blues et d'un burn-out, de me faire du bien. J'ai écrit le livre que j'avais envie de lire, un livre où j'allais rire. C'était une vraie comédie où d'un seul coup on tombe sur une page et on explose de rire. Enfin moi il y a des gens qui m'ont envoyé des emails en me disant les gens me regardent bizarrement dans le métro parce que j'ai explosé de rire à cause de vous. Mon mari dans le lit me dit mais qu'est-ce que tu fais, t'arrêtes pas de glousser. Et je pense que je me suis amusée vraiment comme un jeu de petite fille. Je savais pas comment on faisait écrire un roman, c'était mon premier. J'ai même été chercher sur YouTube atelier d'écriture et je suis tombée sur Bernard Werber devant un tableau blanc qui disait alors les 10 bonnes raisons de vouloir écrire et j'ai mis sur pause et à chaque fois je me posais les questions. Bref, donc je savais pas ce que je faisais mais je sais que je l'ai fait avec cœur, que c'était très naïf. Donc je pense que ce qui a pu toucher les gens, ça a été aussi une authenticité. C'est-à-dire que j'étais vraiment cette personne-là, celle qui raconte cette histoire, celle qui a pas peur de faire rire avec un livre. Au début, c'était pas prévu que je le fasse dire du tout, mais comme j'ai vu que mon ordi allait certainement un jour mourir, vu que c'est un vieux dinosaure de plus de 12 ans, j'ai eu peur, je l'avais pas imprimé et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Donc je l'ai mis sur cette plateforme d'auto-édition pour avoir l'avis de lecteurs. Et pour moi, c'était évident que j'allais pas l'envoyer à des éditeurs parce qu'ils allaient tous me dire non. Et je voulais pas mettre mon rêve dans les mains d'une seule personne. Et je voulais pas qu'on juge de ma valeur. Moi, je savais que j'avais mis mes tripes, que si on juge dans les 30 premières pages, bah non, clairement... il est pas parfait, mais si on va jusqu'au bout, c'est une belle histoire. Et les lecteurs ont été jusqu'au bout et c'est vraiment eux, par le bouche à oreille, qui ont fait le succès de ce livre, qui d'abord en auto-édition s'est vendu tout seul à 24 000 exemplaires et ensuite les éditeurs sont venus me chercher. Ouais, ce livre était le livre que personne n'attendait et au fond, quand ils sont tombés dessus, ils étaient contents parce qu'ils en avaient besoin. Et comment est-ce que tu as vécu ce succès du jour au lendemain ? Est-ce qu'on peut s'y préparer à un tel changement de vie ? Voilà, tu en perds les mots. Ouh là là. Non, j'en perds pas les mots, mais en fait, c'est assez... Moi, j'ai rien vécu de tout ça. C'est-à-dire que j'étais en Italie. Donc moi, j'ai écrit mon livre M'aimer dans les orties du 1er janvier 2014 jusqu'au mois de juin 2014. Je me suis auto-éditée en juillet 2014. Et j'avais repris un travail au mois de juin 2014. Donc en fait, et je l'ai pas lâché jusqu'en 2018. Donc avec un rythme de directrice marketing qui ne fait que bosser, qui rentre le soir à 19h30, qui a un deuxième bébé entre-temps. Donc alors que tu avais fait un burn-out.
Alors, j'avais fait un burn-out, exactement. Donc, tu répétais un petit peu les causes qui t'avaient mise au bout. Après, j'avais retrouvé une forme de joie. Moi, c'est vrai que ce métier-là, il y avait un côté galvanisant aussi, un côté passionnant d'arriver sur trouver des idées, emmener des équipes avec toi, de fédérer, de convaincre. Enfin, c'était quand même, il y a une partie de mon cerveau qui aime bien ça, cette partie un peu rationnelle. Donc, j'y trouvais quand même mon compte. Mais ce qui fait que moi, j'ai continué donc à avoir cette vie à 200 à l'heure pour mon travail. Et je continuais de poser 15 jours de vacances en mois d'août en congé sans solde pour écrire le roman de l'année. Tout de suite, je me suis dit, en fait, là, apparemment, ça a l'air de prendre le premier roman. Et je ne veux pas être cette personne qui dira à 80 ans « Non, mais moi, j'ai fait un best-seller, genre baisez-moi la main. » Donc, remets-toi à ta table tout de suite parce que plus tu vas attendre, plus tu vas avoir peur. Et donc, j'ai tout de suite réécrit le second. Donc, j'avais posé 15 jours de vacances au mois d'août, congé sans solde. Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai écrit le deuxième. Et chaque année, j'ai gardé ce rythme-là d'écrire un par an au mois d'août, de continuer à travailler pendant les soirs, les week-ends et puis sur quelques vacances scolaires. Mais donc, en fait, j'ai rien vu du succès. J'ai jamais été interviewée. C'est juste un jour, en 2017, en janvier, on m'a dit « Aurélie, il faudrait que tu achètes Le Figaro aujourd'hui ». Donc, j'ai été l'acheter. Et effectivement, il y avait un numéro spécial littérature et tu avais les 10 auteurs qui ont le plus vendu dans l'année. Et j'étais dedans à côté de Marc Lévy et Guillaume Musso. Et tu ne le savais pas au moment de... Je savais que ça se vendait, mais je savais pas du tout à quel point. Du tout. Oui, à un moment donné, t'en vends un peu plus que prévu, mais je pensais que c'était ce que les autres vivaient aussi, en fait. Et j'avais pas réalisé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire... Waouh! Et donc, j'ai commencé aussi à être identifiée par le milieu littéraire français et invitée à quelques salons, notamment des salons du livre de poche. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Et ensuite, il y a une caméra, une équipe qui était venue me filmer. Donc, pareil, l'équipe de Delahousse. Enfin, tu te dis, c'est un peu bizarre. Et là, oui, j'ai commencé à sentir que c'était un peu particulier. Et qu'au travail, ça devenait très, très lourd. Quand tu es directrice marketing, tu fais des voyages partout en Europe, tu passes ta vie en réunion et je validais des couvertures pour mes livres en 15 minutes entre 2 portes de réunion. Donc, tu pouvais plus concilier les deux au bout d'un moment. Et puis, je venais d'avoir un deuxième bébé. Enfin, vraiment, là, je sentis que mon corps, tout le monde me disait « Ah, c'est super, c'est quoi ton régime ?» Et je fais « Mais je ne fais pas de régime. » En fait, je dormais plus la nuit et je mangeais plus. Et donc, j'étais repartie pour un deuxième burn-out, en fait. Et donc, c'est là où j'ai pris une décision. Mais vraiment, ça a été très dur à prendre parce que pour moi, j'avais grandi avec cette sensation d'être superwoman. Tu dois apprendre à tout gérer, à être parfaite partout, et tu peux le faire, parce que d'autres l'ont fait. Donc toi, tu peux le faire aussi, d'avoir ta carrière au top, et d'avoir tes livres au top, et tes enfants qui sont contents, et ton mariage, et puis en fait, j'ai donc démissionné, et ça a été pour moi un échec, de dire à mon chef, j'y arrive plus, et en fait, c'est même pas que j'y arrivais plus, c'est que j'avais plus envie, et quand je voyais le job d'après, ça me faisait pas rêver, j'étais arrivée à destination. Moi, en fait, idéalement, j'aurais dû avoir dès le début un parcours plus dans la rédaction ou dans la création. Et j'ai suivi cette voie aussi parce que quand j'étais en seconde, j'avais un prof d'économie qui m'avait dit un truc pas très cool. Il nous montrait des petits histogrammes. Il nous montrait que si vos parents sont ouvriers spécialisés et employés de mairie, ce qui était mon père et ma mère, c'est pas la peine de rêver, vous serez jamais dirigeant d'entreprise. Jamais dans le comité de direction. Et moi, j'avais levé le bras et j'ai dit pardon, mais pourquoi en faisant des études, on pourrait pas s'élever socialement? Et il m'avait dit, il faut arrêter de rêver, mademoiselle, les bergères n'épousent jamais les princes charmants. Et ça aussi, ça m'avait repiqué. Du coup, je me suis dit, bon, moi, j'étais pas sûre de vouloir me marier, mais finalement, j'ai épousé quelqu'un qui est effectivement pas du même milieu social que moi, mais il y a tellement de gens qui te mettent des petites claques dans la figure, qui te disent ça, c'est pas pour toi, que moi, mon moteur de vie, ça a toujours été, pourquoi pas? Moi, je pense que personne n'est meilleur que moi, même un Gandhi ou un Barack Obama. J'ai pas à rougir et j'irai demain lui parler en regardant droit dans les yeux et en me disant, on est deux personnes qui ont la même valeur et on va juste essayer de faire notre part pour rendre le monde un peu meilleur. Et même une petite fourmi ou un moustique, ne pas les écraser en fait et essayer de cohabiter. Cette partie-là, ça a été un moment charnière de ma vie, d'accepter, de démissionner, d'abandonner, de lâcher prise. Pour faire de l'écriture le centre de ta vie. Et est-ce qu'à ce moment-là, pardon, je te coupe, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu ressentais encore ce syndrome de l'imposteur et cette envie justement d'être au niveau de Guillaume Musso, de Marc Lévy, etc. Comme tu jouais clairement dans cette cour-là. Comment est-ce que tu te sentais par rapport à ça? Alors là encore, j'étais encore en Italie. Donc c'était 2018, la dernière année que j'ai passée en Italie, quand j'ai démissionné. Donc j'ai écrit Au petit bonheur la chance, qui est un de mes livres préférés, dans une joie
absolue, dans une facilité absolue. Mon premier jet était le premier jet parfait dès le début. On a enlevé 2 chapitres parce que, voilà. Est-ce que c'était parce que tu l'as écrit dans la joie qu'il a été bon mais dessus ? parce que d'un seul coup, cette année-là, c'est comme quand t'es en CP et que t'as l'impression qu'une année scolaire, ça dure 1000 ans. Et ben là, c'était le cas. J'ai retrouvé la notion du temps, d'un temps long, où tu rentres le matin à 8h30 dans une plongée dans l'écriture, à 19h tu relèves la tête, tu fais vite, il faut que j'arrête, je vais aller m'occuper de mes enfants. Mais c'était un temps vraiment qui m'a fait du bien, un texte qui était aussi plus personnel que les autres, ça racontait l'enfance de mon père, plus engagé aussi, ça parlait aussi de l'avortement et le fait qu'en Italie, clairement, si j'avais voulu avorter, on m'aurait fait comprendre que non. Donc ça, je mesurais la chance d'être française et d'avoir ces droits-là, et aussi d'être en 2018 et pas à l'époque des années 60 qui était le livre. Bref, et donc à cette époque-là, j'étais encore dans une grande naïveté. Pour moi, l'écriture, ce n'était que joie, c'était m'écouter, me faire plaisir. C'est ensuite, quand je suis revenue en France, que là, je me suis prise la grosse claque de syndrome d'impostrice. Parce que d'un coup, je me suis rendu compte que tous les autres, là, c'est des vrais écrivains, et moi, je suis la petite romancière. Eux ont été validés par le milieu, ont des papiers avec des belles critiques, et moi, j'ai été validée par personne. Tu avais encore besoin de faire tes preuves, entre guillemets. Complètement, et ça ne m'a pas lâchée avant mon 10e roman, qui a été La Lignée. Et l'écriture de ce roman, du 10e roman, La Lignée, m'a complètement permis de revenir sur 10 ans de parcours, 10 ans de petites phrases que j'ai entendues où j'ai cru être parano, en fait. Mais j'étais pas du tout parano, c'était juste qu'on essayait de me faire comprendre que ce milieu-là, c'était pas censé être le mien. Et d'un coup, de comprendre qu'effectivement, c'était pas un syndrome de l'imposteur, mais de l'impostrice, et qu'on te le faisait vraiment ressentir aussi parce que t'es une femme, et que dans ce milieu-là, c'est les hommes qui écrivent des romans sont des écrivains. Les femmes qui écrivent des romans sont des romancières. Elles romancent. D'ailleurs, est-ce que c'est pas que des histoires d'amour et des histoires à l'eau de rose ? Et c'est typiquement pas du tout ce que j'écris. Moi, j'écris des histoires plutôt de solidarité, de générosité, d'émerveillement. Donc là, j'avais vraiment eu une phase compliquée. Et derrière, c'est au bout de 10 ans que ce syndrome d'impostrice, je m'en suis défaite et je me suis dit, en fait, pourquoi je me sens pas à ma place et que le mot écrivaine n'existe même pas. Si maintenant on va arrêter de dire vous êtes écrivain, je me sentirais pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Je suis écrivaine et j'ai toute ma place, toute ma légitimité pour écrire les livres que j'ai envie d'écrire, pour les lecteurs et les lectrices qui voudront bien me lire, et je n'aurai pas à rougir. On est chacun différent et on a notre singularité à apporter à ce monde. Mais ça aura donc pris 10 ans pour que tu te sentes légitime et sentes écrivaine, vraiment. 10 ans, ouais. Est-ce que tu as ressenti un moment déclencheur où tu t'es réveillée un matin en disant « Aujourd'hui, je suis écrivaine, je peux le dire ». En fait, pour préparer l'écriture de La Lignée, j'avais besoin depuis des années de lire que des journaux intimes d'écrivains, donc Virginia Woolf, Kafka, même Jack London. Parce que La Lignée, en fait, c'est juste pour préciser aux auditeurs et auditrices, donc La Lignée, c'est l'histoire d'une autrice plus expérimentée qui partage des conseils d'écriture à une jeune autrice. Oui, tout à fait. Et c'est un roman épistolaire, et j'avais vraiment envie de pouvoir partager ce que j'avais découvert sur l'écriture et le monde de l'écriture depuis 10 ans. Parce que même moi, j'étais la première à oublier mes propres conseils et je me suis dit, ce serait bien de les mettre au même endroit. Et parce qu'écrire, c'est que douter, écrire, c'est que réécrire, et on n'est jamais arrivé, il n'y a jamais de perfection, il faut juste faire la paix avec soi et de se dire que c'est le livre qu'on avait prévu d'écrire et qu'on voulait écrire à cette date-là. Et que si je l'avais écrit 1 an plus tard, il aurait été différent, et c'est pas grave, il n'aurait pas été mieux ou moins bien, juste différent. Oui, il m'a fallu vraiment le compagnonnage de sœurs et frères d'écriture, c'est Virginia Woolf, Sylvia Plath, Annie Ernaux, Romain Gary, tous ceux-là qui m'ont accompagnée. Et un jour, je me suis sentie légitime en tant que sœur. Pas au-dessus, pas en dessous, juste je fais partie de cette équipe qui se fait des nœuds au cerveau, qui veut bien faire, qui pense au lecteur et à la lectrice aussi, mais qui d'abord écrit pour soi. Et d'un seul coup, ça m'a fait du bien de me dire, je suis écrivaine et maintenant je ne vais plus m'excuser d'être là. Et par contre, je prends mon rôle au sérieux pour essayer de faire en sorte que les gens se remettent à lire, notamment. C'est aussi une des grandes batailles de ma vie. Et donc après ce syndrome de l'imposteur dépassé, il y a eu peut-être cette pression que tu t'es mis à dire maintenant que je suis une autrice lue, comment est-ce que je fais pour garder la confiance de mes lecteurs et pour que mes livres soient toujours dans le haut du panier ? Comment est-ce que tu as vécu cette pression finalement à rester là-haut une fois que tu étais arrivée là-haut ? C'est effectivement le genre de surprises qui sont un peu piquantes. C'est-à-dire quand d'un seul coup tu te retrouves par hasard dans le top 10, tu savais même pas ce que c'était. Évidemment que ça te traverse l'esprit que le jour où t'es plus dedans, t'es plus autant aimé.
Et là, ça te fait peur. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? Et forcément, tu te remets en question. Tu te demandes, ils m'ont aimé tellement vite. C'est aussi normal qu'ils me désaiment d'un coup. Il y a d'autres auteurs et autrices magnifiques à découvrir. Donc, t'as été à la mode, c'est fini, voilà. Et en fait, ça fait du bien aussi de lâcher prise et de se dire qu'en fait, ta valeur, c'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre de vente. Et une éditrice que j'aime beaucoup, celle du livre de poche, Audrey Petit, m'a dit un jour, mais Aurélie, je vais aller plus loin que ça. Ta valeur, c'est même pas tes livres. C'est toi en tant que personne, c'est ton rayonnement, c'est ce que tu dégages, c'est ta façon d'être généreuse avec les autres, et ça passe pas uniquement par tes livres. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou de me rappeler ça, parce que finalement, on nous apprend aussi que on est ce qu'on fait, et ce que je faisais à 1000%, c'était mon travail, et j'avais remplacé une espèce de workaholic pour une entreprise qui n'était pas la mienne à écrire, ne faire que ça, réfléchir, me mettre un peu la pression, le stress pour des livres qui étaient les miens. Et au final, d'apprendre à lâcher prise et à se dire, les lecteurs vont continuer à me lire. Et puis, peut-être qu'un jour, ils vont arrêter de me lire. Et ce que m'a dit une autre éditrice qui m'a beaucoup aidée, elle m'a dit, mais arrête d'avoir peur, en fait. Ça va s'arrêter le jour où toi, tu l'auras décidé. Et ça m'a fait vraiment un bien fou d'un seul coup me rendre compte que c'était vrai, qu'aujourd'hui, moi, j'écrivais toujours avec une grande joie, une grande envie, et que le jour où j'ai plus ça, j'écrirai plus. Mais c'est pas pour ça que j'arrêterai d'exister, c'est pas pour ça que j'arriverai plus à vivre de l'écriture. Il y a 1 milliard de choses aujourd'hui, au bout de 10 ans. Je récolte aussi des graines que j'ai semées malgré moi. Donc on m'invite à peut-être soit faire des interviews. Bon, ça, c'est pas une manière de gagner sa vie, mais en tous les cas, on m'invite pour faire des conférences aussi. On me propose régulièrement d'écrire des scénarios. Tout ça, aujourd'hui, j'en ai pas forcément l'envie, mais le jour où ça se réveillera, je sais que j'irai vers ce que me dit mon ventre, et je m'écouterai, et ça sera pas la fin, et ça sera pas triste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus dans continuer à écrire tout en partageant tout ce que je sais sur l'écriture. Et c'est très beau d'arriver finalement à être... tu nous l'as dit que tu as toujours été quand même assez à l'aise avec l'incertitude, mais de pouvoir embrasser cette impermanence et cette fluctuation des choses en te disant peut-être que demain, je ne vivrai plus que de l'écriture, mais il y aura d'autres manières de me réinventer, des choses à faire, d'autres envies, d'autres rencontres, d'autres opportunités. Et au final, c'est une véritable confiance en la vie, en qui tu es déjà, et en la vie. Et tu nous le disais tout au début de l'interview, une fois que tu es aligné, la vie, elle déroule comme son tapis rouge, et il y a toujours la bonne rencontre au bon moment pour la bonne raison. Est-ce qu'il y a une surprise là récemment qui t'a particulièrement rappelé ça, que la vie était bien faite? Oui, la plus grosse que j'ai eue là récemment, ça a été une maison que je viens d'acheter. C'est pas n'importe quelle maison, et ça, en fait, il y avait aucun lien logique à faire entre Aurélie Valognes, née et qui a grandi à Massy dans une tour HLM, avec cette femme absolument incroyable, artiste, inspirante, belle, libre, qui est Jane Birkin. Et il se trouve que moi, dans mes rêves les plus fous, j'imaginais un jour avoir une petite cabane au bord de l'eau, au bord de la mer, pour aller écrire mes livres. Et j'ai fini un jour par me motiver à chercher à chercher sur un site immobilier dans le Finistère, là où j'aime la nature sauvage de la Bretagne, une petite cabane. Et j'ai pas trouvé la cabane que je voulais avec vue mer, mais j'ai trouvé une maison plus grande qui tout de suite m'a appelée. Vraiment, je me suis sentie appelée, et pas pour rien. Ça faisait vraiment 2 ans que j'avais vu le documentaire de Charlotte sur sa mère, où on voit Jane dans une maison en Bretagne, et il y avait une verrière, il y avait une grande bibliothèque, il y avait une belle lumière, il y avait la mer qui arrive, donc ce bras de mer qui rentre dans les terres, et des arbres, et des lapins, et des oiseaux, et je me suis dit, mais ça, c'est mon rêve. En fait, j'aimerais un jour tomber sur une maison comme ça. Et c'est une graine que j'avais plantée. La fin de l'envol se passe en Bretagne, et c'était dans cette maison-là dans ma tête. La lignée, j'ai une de mes écrivaines qui habite seule sur une île dans une maison en Bretagne, et c'était encore cette maison-là. Et en fait, le jour où j'ai cherché sur ce site immobilier et que je suis tombée sur une maison, d'un coup, je vois la petite cuisine avec son carrelage, et je la reconnais. Et je sais que c'est la maison de Jane Birkin, en fait. Je l'ai reconnue, mais comme le cœur qui se serre, le ventre qui n'a aucun doute, et j'ai reconnu ma maison. Un appel. Personne n'aurait dû tomber dessus par hasard comme ça. Je crois qu'elle était en vente depuis le 3 mai, je suis tombée dessus le 26 mai, et ça a été une évidence. Une évidence, j'ai pris les économies d'une vie et j'ai acheté la maison de mes rêves.
Et là, évidemment que tu flippes parce que tu te dis, est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie? Mon mari était même pas au courant, hein, c'était mon argent à moi, pour mon lieu à moi, mon lieu d'écriture. Hein. Donc là, Virginia Woolf n'est pas loin, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de... Une chambre à toi. Ouais, de trouver un lieu à moi. Et là, en quoi ça aurait pu être une bêtise? Parce que c'est une maison un peu vieille, il y a tout à refaire en termes de travaux, la toiture, c'est dans le Finistère, il y a des tempêtes. Je sais pas, j'aurais pu ne pas m'y plaire et en même temps j'ai décidé de faire la paix et de me dire c'est comme tout en fait. Là tu sais que c'est la bonne décision, tu t'écoutes dans ton ventre. Admettons que ça soit pas la bonne décision, dans 5 ans tu revends. Oui. Et c'est pas grave, on prend pas des décisions à vie. Mais il a fallu que je me le redise. Et c'est vrai que j'ai un peu tremblé intérieurement parce que la pression c'est de prendre des économies d'une vie et de prendre une décision seule. Parce que je savais que mon mari serait pas d'accord. Je savais que lui, si on avait dû acheter une résidence secondaire pour notre famille, il imaginait plutôt dans le Luberon, dans la chaleur, là où il peut y avoir des papillons et autres. Et là, c'était ton choix, et là, toi. C'était mon choix. Est-ce que tu t'es sentie plus forte de l'intérieur après avoir pris cette décision? Je pense que oui. Je pense que oui. Sur le moment, je me suis sentie faillible. Moi qui n'ai aucune peur, moi qui dors très bien, j'ai commencé à faire des espèces d'insomnie, à vraiment me poser 1 milliard de questions, à douter. Et en même temps, quand j'ai mis le pied la première fois dans cette maison, je savais que tout le monde allait me dire que cette maison était trop grande pour moi. Et je me suis dit, elle sera pas trop grande pour en faire ce que je veux. Et donc, ça va être la maison des écrivaines. La première écrivaine, c'était Jane Birkin. Elle le savait pas, mais elle a écrit un scénario, elle a tourné son film, elle a écrit un journal intime toute sa vie. Pour moi, elle est écrivaine. Moi, je suis la deuxième. Et cette maison, ça sera celle d'autres femmes qui auront besoin un jour de trouver un lieu à elles pour aboutir le projet d'une vie qui est celui d'écrire. C'est magnifique. Écoute Aurélie, j'ai 1000 questions à chaque fois qui viennent dans ma tête quand tu réponds à l'une. Donc ça pourrait être sans fin, mais on arrive aux questions de la fin. À quoi elle ressemble aujourd'hui une journée de Aurélie Vallogne? Alors déjà, une journée de Aurélie Vallogne, elle est finalement assez similaire. Elles se ressemblent toutes un peu. Il y en a plein qui disent « Ah, elles ne sont jamais les mêmes », mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin de ma routine, j'ai besoin de mon cocon, j'ai besoin de m'entourer de choses qui m'apaisent et donc j'habite en Bretagne, c'est là où j'ai mes racines et donc je me lève le matin, j'emmène les enfants à l'école, je promène ma chienne, donc on a une belle balade le long de la mer avec elle, donc vers 9h, 9h30 je re-rentre et je me fais un thé et je monte dans mon bureau que j'adore, qui est 4 murs bleu nuit, tout petit, il doit faire 9 mètres carrés, c'est la plus petite pièce de la maison, mais j'y suis bien et il y a effectivement des femmes inspirantes, soit des livres, soit des beaux objets. Et là, je prends l'ordinateur et je me mets à écrire. Donc, ça peut être des longues journées de 9h30 jusqu'à 16h. Ensuite, je vais chercher les enfants à 16h. Donc, c'est vraiment, je rentre comme une apnée, vraiment. Je plonge et je perds complètement la notion du temps. Je suis en introspection. J'essaye de partager ce que j'ai pu découvrir sur les derniers mois pour le rendre à d'autres dans une forme fluide et facile, assez digeste. Donc voilà, donc mes journées c'est plutôt ça. Et d'un autre côté, je me rends compte qu'il n'y a pas non plus de journée type parce que j'aime ouvrir aux imprévus de la vie. Donc ça peut être recevoir un manuscrit et d'habitude où j'ai vraiment pas le temps, là j'ai ouvert l'enveloppe et puis je me suis plongée tout de suite. Et en fait j'ai qu'une envie, c'est de débriefer la personne qui a écrit et de dire ça j'ai adoré, là j'ai pas compris. Parfois ça va être lire un livre. Je lis beaucoup d'essais, notamment quand je prépare mes romans. Donc là je suis dans une phase d'écriture. Donc de septembre à décembre, c'est quand même très écriture dans l'ordinateur, mais tout le reste de l'année, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, je suis sur les routes, je vais rencontrer les lecteurs et lectrices, je vais dans les librairies, et c'est vraiment ce qui me nourrit, c'est ma récompense suite à des mois d'enfermement, et ça me fait du bien de vérifier dans leurs yeux que je les ai pas trahis, et qu'ils sont toujours heureux et heureuses de pouvoir me suivre, et surtout, ils sont... Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils aiment ces romans de plus en plus personnels, où je me dévoile de plus en plus. Et les premiers étaient écrits à la 3e personne, et les tout derniers, les 4 derniers, sont écrits à la 1re personne. Et ça fait du bien de pouvoir partager des choses qui nous font peur ou qui nous empêchent de dormir. Parce que même si tu utilises des personnages de romans dans tes livres, ça parle quand même de toi. Cette mise à nu, comment est-ce que tu as appris, au final, à l'accepter et à te livrer avec autant de vulnérabilité au fur et à mesure des années? Ça, c'est une excellente question.
en fait, déjà, dès le premier roman, je me suis dit, tiens, la naïveté que j'avais à l'intérieur du cœur, où j'avais écrit vraiment que pour moi, j'étais pas censée jamais le publier. Je m'étais dit, si un jour quelqu'un vient m'embêter en me disant, mais toi, t'as jamais réalisé tout ton rêve d'enfant, je me suis dit, hop, je prends mon truc, je sors du tiroir, je dis, il est là, il est réalisé, et pour moi, c'était fini. Et au final, non, on apprend à se faire confiance parce qu'on se dit, il m'arrive des trucs qui sont pas toujours cool, des injustices, soit dans ma famille, soit moi personnellement, des choses on se sent parano, on croit que c'est juste nous, on n'ose pas le dire aux autres. Et en fait, moi je me rends compte en tant que lectrice, toutes les choses que je cherche dans un livre, c'est moi aussi. Mais la petite phrase que personne n'a jamais dit à voix haute, mais de la lire, c'est ma récompense. Et je me dis, en fait, c'est ça que je dois faire aussi. C'est mettre toutes les phrases que je suis pas censée mettre, qui me mettent pas en valeur, qui me font peut-être passer pour un monstre ou autre, mais où les gens qui vont la lire vont dire, oh, mais ça fait tellement du bien de pas se sentir seul. Donc c'est pour ça, ça fait peur au début. Puis d'un coup, on se dit, mais je le dois en fait. Je le dois au personnage de mon livre, mais en fait, je le dois à tous ceux qui vont le lire. Et oui, ça fait peur de se mettre à nu, mais en fait, qu'est-ce que je vais risquer à part me sentir grandir et d'aller toucher mes propres limites. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à être plus aligné et à être plus soi. Est-ce qu'on parle toujours de soi quand on écrit finalement ? Je crois que oui. Je crois qu'on parle toujours de soi parce qu'on ne parle qu'à partir de soi. En fait, les sujets qui peuvent nous travailler, on les a pas choisis par hasard. C'est qu'ils sont venus nous attraper un bout de nous à un moment donné. Donc, si le 4e, je parle effectivement du droit à l'avortement, j'étais pas dans une phase de ma vie où j'allais avorter, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand d'un coup, d'autres décident pour toi de ce que tu dois faire de ton corps, d'autres décident pour toi de ce que tu dois faire de ta vie. Donc, c'est toujours des questionnements très intimes où je me demandais... Et j'essaye d'apporter une réponse avec des personnages, une réponse pour moi et pour les lecteurs et lectrices. Et là, le dernier roman que j'avais écrit, qui s'appelle La Fugue, c'est une femme qui quitte tout. Et en fait, je pense qu'on a toutes ressenti un jour ce besoin de partir, prendre un sac à dos ou pas, et de se dire à quoi ça ressemble quand on peut écrire son propre chemin, repartir d'une page blanche et être celle qu'on avait envie d'être, sans les injonctions, sans les peurs que nous ont transmis toute la société. Aurélie, est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui ? Je me sens absolument à ma place. Oui, ça c'est vrai que longtemps je me suis posé la question. Longtemps ça a été aussi le sujet de mes romans, d'une manière détournée ou pas. L'Envol était notamment mon 9e roman. Tout un roman sur ça. À quel moment on se sent à sa place, à quel moment on se sent pas trahir les siens quand d'un coup on a quitté sa ville de naissance ou je passe plus de temps, à une époque je passais plus de temps avec la famille de mon mari qu'avec la mienne. Enfin, il y avait un vrai sens de la loyauté qui était compliqué et aujourd'hui, je pense que c'est une phrase que j'ai entendue sur ton podcast. On se sent à sa place quand on n'a plus peur que quelqu'un nous la prenne. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout peur. Au contraire, j'ai qu'une envie, c'est de tendre la main à d'autres pour qu'elles commencent à écrire elles aussi. Donc, moi, je me sens complètement à ma place. C'est tous mes défauts, toutes mes caractéristiques prennent sens et deviennent une force, notamment mon hypersensibilité, mon perfectionnisme dans l'écriture. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai pas à rougir, j'ai plus de syndrome d'impostrice, je me sens très, très, très alignée et heureuse. C'est magnifique. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire ? Pourquoi cette question ? En plus, tu les connais toutes les questions de la fin, c'est toujours les mêmes. Mais le mot émerveillement, c'est un mot qui me fait briller les yeux. C'est un mot qui me porte, c'est un mot qui me fait battre le cœur un peu plus vite. C'est une valeur que je veux absolument transmettre à mes enfants. Tous les jours, je fais des détours pour montrer un lever de soleil ou un coucher de soleil. Je sais qu'on n'est pas censé dire « regarde, c'est beau ». Mais moi, je sais que mon second fils, il peut être le premier à me donner un coup de coude, à dire oh, « regarde la lune, elle est tellement belle ». Donc ça, moi, c'est l'émerveillement pour moi, c'est vraiment une grande, grande gratitude. C'est de se souvenir aussi qu'on est tout petit, parce que c'est tellement beau, cette beauté, c'est tellement parfait. On regarde un flocon de neige au microscope et on voit, mais on se dit on peut pas être seul. Ça a forcément été créé et on est forcément qu'une toute petite partie d'un très grand tout. Donc l'émerveillement, ça nous rappelle aussi à nous remettre à notre place et à se mettre au service du vivant. Ça rend plus humble aussi. Oui. Et la liberté, c'est quoi pour toi, ce mot qui t'est si cher ? Ah oui. Et est-ce que tu es libre aujourd'hui ? Tiens, oui, aujourd'hui je me sens absolument libre. C'est vrai que souvent on me demande, mais avec 5 millions de personnes qui vous ont lu, est-ce que c'est pas une pression folle sur les épaules ? Est-ce que vous arrivez encore à écrire ce que vous avez envie d'écrire ? Ou est-ce que vous essayez de faire plaisir à vos lecteurs et lectrices ? Pas du tout.
vraiment, au contraire, d'avoir cette confiance dans le fait que je suis attendue par des lecteurs et des lectrices, par des éditeurs, me donne une liberté folle pour aujourd'hui m'écouter et d'aller toujours vers le nouveau défi, la nouvelle curiosité, la nouvelle joie. Donc dans mon travail au quotidien, je me sens extrêmement libre d'organiser mon temps, de choisir mes sujets. Là, mon éditrice, elle va découvrir le nouveau roman. Elle n'a pas lu encore une seule ligne, alors que ça fait 3 mois et demi que je suis dessus. Et c'est quand même une chance folle de pouvoir être aux commandes de sa vie. Donc pour moi, la liberté, c'est vraiment pouvoir décider, pouvoir être en capacité de libérer sa puissance, d'être très très aligné. Et pour ça, il faut dépasser ses peurs. Il faut dépasser aussi le regard des autres. Il faut vraiment apprendre à s'écouter au plus profond de soi pour ensuite trouver ce qui nous anime et ce qui fait notre singularité pour s'appuyer dessus et la partager au monde. C'est là où vraiment on pourra être le plus libre possible. Tu t'en sens complètement détachée aujourd'hui du regard des autres ? Complètement. Ouais. Moi, je ne lis jamais aucun avis de personne, ni positif ni négatif. Alors là où c'est compliqué, c'est quand la famille me débriefe et que je l'ai pas vu venir. Ça arrive très régulièrement. Genre, je suis dans une discussion informelle sur autre chose et là, paf, petit débrief. Ça, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, le regard des autres, non, je m'en suis vraiment défaite. Après, le jour où je déçois, ça me blessera. Mais tant que tu es aligné à ce que tu as prévu d'écrire, à la personne que c'était une nécessité pour toi d'écrire ce texte-là, tu sais que ça va résonner auprès d'autres et peut-être que tu vas perdre tes lecteurs fidèles, mais tu vas en gagner de nouveaux. Il faut faire confiance au temps. Le temps, finalement, est un ami. Sublime. On arrive à la question signature du podcast, la dernière, la fameuse. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Je crois que le conseil que j'aimerais donner, c'est ose, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Pour de vrai, c'est la phrase de ma vie. C'est la phrase de ma vie parce que si j'avais réfléchi un instant à ce que je faisais en m'auto-éditant, j'aurais peut-être pas osé sauter le pas. Je crois qu'il y avait beaucoup d'inconscience, juste une grande naïveté de se dire je crois que mon roman il est pas si mal, je vais le partager avec d'autres et on verra bien. Et j'espérais maximum en vendre 100 et aujourd'hui j'ai changé de vie. J'ai une vie que je m'étais souhaitée une fois à la retraite, mais je serais passée à côté de ma vie complètement si j'avais pas osé. Donc je crois que mon conseil c'est oser. Et un deuxième conseil parce que je suis gourmande, et n'oubliez pas de lire. Parce que lire vraiment nous permet aussi de nous mettre à la place des autres, de développer une empathie et une curiosité sur le monde. Et on ne protège bien que ce qu'on connaît. Donc voilà, continuez de lire. Waouh. Eh bien, merci pour tous ces riches partages. C'est moi, Aurélie. merci Victoria. J'étais tellement stressée. Ah, ça s'est pas ressenti, honnêtement. Oui, mais parce que j'aime tellement tes questions. C'est tellement beau et profond et je voulais être à la hauteur. Comme quoi le regard des autres. Tu l'as été, après il n'y a pas de jugement de pas bien, etc. Mais c'était fabuleux. Merci pour tout. C'est moi, merci infiniment. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager à qui en aurait besoin. J'anime et produis cette émission seule depuis 6 ans. Et pour encourager mon travail, tu peux laisser quelques étoiles et un commentaire sous l'épisode et en faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil. On peut aussi se retrouver sur Substack. J'ai écrit une newsletter, 1, 2, 3 soleil. J'essaie d'y déposer autant d'amour que de bribes d'inspiration pour construire une pensée loin de l'instantanéité des réseaux sociaux. On est déjà toute une jolie communauté de soleil et tu pourras t'inscrire au club lecture que j'anime tous les mois. Voilà, merci pour tout et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.